Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire une petite exploration, une plongée dans le monde assez fascinant des grands visionnaires, Oui, à travers l'histoire. exactement, en s'appuyant sur un ouvrage de Béline. On va parler de ces personnages qui viennent de partout, de toutes les époques, et qui semblaient avoir une perception un peu spéciale du temps, de l'invisible aussi. Hmm, L'idée, c'est de comprendre un peu comment ils fonctionnaient, ces gens connus ou pas du tout d'ailleurs, hein. Comment ils ont vu des choses en avance et qu'est-ce qu'ils ont laissé comme traces. c'est ça. On parle de prophètes, de devins, de voyants, c'est assez large comme sujet. Oui, et d'ailleurs, Béline, l'auteur dont on parle, il commence par faire une distinction qui est assez utile, je trouve, Ah oui, laquelle? entre le prophète et le voyant. Pour lui, le prophète, c'est celui qui interprète un dieu, un peu comme un intermédiaire. D'accord, comme les prophètes bibliques, ce genre de figure. Voilà, exactement. Et puis il y a le voyant, lui, c'est différent. Il perçoit les choses directement, par une sorte de sixième sens, on pourrait dire. Il capte directement l'info. C'est ça, il franchit les barrières du temps, de l'espace. La source n'est pas forcément divine, c'est plus une capacité personnelle en quelque sorte. Intéressant comme approche. Et justement, Béline, il se sentait lié à une figure particulière, n'est-ce pas? Un certain Edmond Billaud. Ah oui, Billaud, un mage, un voyant, qui était consulté par des personnalités assez connues à l'époque. Victor Hugo, Napoléon III. Excusez du peu. Voilà. Et Billaud a hérité de ses papiers, de ses notes, et même de ses tarots apparemment dessinés à la main. Incroyable. Et il y a cette coïncidence aussi. Béline s'est installée dans le même quartier parisien où Billaud avait vécu. Tout à fait. Et ce Billaud, son histoire est assez marquante. Qu'est-ce qu'il a prédit, par exemple? Eh bien, on lui attribue la prédiction de la défaite de Napoléon III à Sedan. Il aurait fait référence au sanglier qui est dans les armoiries de la ville. Ah, d'accord. Mais le plus fou, peut-être, c'est un écrit de 1854. Un songe, comme il dit. Un songe. Oui, où il décrit quelque chose qui ressemble terriblement à la Première Guerre mondiale. Il parle de fusils énormes, de baïonnettes qui se battent dans le ciel. Attendez. Dans le ciel, En 1854, oui, des hommes qui tombent comme la grêle, un bruit assourdissant. C'est... c'est complètement sidérant pour l'époque. Des combats aériens, comment ils pouvaient imaginer ça? Bah oui, c'est ça qui est improbable, comme le dit Bélène. Ça pose question, évidemment. Est-ce que c'est une intuition géniale des tensions qui montaient, ou autre chose, un vrai saut hors du temps? Difficile à dire. Et Billaud, il explorait aussi des états de conscience un peu particuliers. Il raconte une expérience de somnambulisme provoqué. De somnambulisme. Oui, une transe profonde pour essayer d'observer la séparation de l'âme et du corps, chez quelqu'un qui mourait. Des expérimentations assez poussées. Ça nous connecte à Victor Hugo, justement, qui fréquentait Billaud. Hugo, pendant son exil à Jersey. Ah, les tables tournantes. Exactement. Il s'est lancé à fond dans le spiritisme, les tables tournantes. Et apparemment, ces séances lui auraient dicté des textes. Des textes assez prophétiques, dit-on. Oui, et souvent dans son propre style lyrique, ce qui est troublant. Et l'ironie, c'est que Billaud lui avait prédit son exil à Hugo. Hmm. Et dans ce même cercle, on a aussi Villiers de Lys d'Adam. Ah, Villiers, va outre. Va au-delà, oui. Le poète visionnaire en quête d'ésotérisme. Mais chez lui, ce qui est frappant, c'est moins la vision mystique pure, peut-être, que sa prescience de la société moderne. C'est-à-dire? Il critique déjà le mercantilisme à tout crin, la déshumanisation par la technique. Il a écrit La machine à gloire, par exemple. Une satire, oui. Et il imagine même des armes du futur. Il parle de torpilles aériennes. C'est une lucidité assez incroyable sur les dérives qu'on a connues après. Donc on voit bien qu'il y a différentes formes de vision. Prédiction, mystique, anticipation sociale, technique. Et Béline, il ne s'arrête pas à ce petit groupe parisien, j'imagine. Non, non, il élargit beaucoup, il va chercher des exemples ailleurs. La Pythie de Delphes, par exemple. Ah, le grand classique. Oui, avec tout le mystère autour de ces transes. Est-ce que c'était des gaz qui sortaient du sol, comme certains le pensent? Des oracles souvent ambigus, mais très influents. Et il parle aussi des Aztèques. Oui, il évoque la prophétie de la fin de leur cycle, le retour attendu de Quetzalcoatl, ce qui a joué un rôle tragiquement dans leur façon d'accueillir les Espagnols. Ils les ont pris pour des dieux au début. C'est vrai. Donc au final, que ce soit la pitié en transe, Billaud et ses songes, Hugo et ses tables, Villiers et ses anticipations, Ou même des figures plus politiques comme Madame Fraya qui conseillait Poincaré, ou des génies techniques comme Léonard de Vinci. le point commun, ce serait cette capacité à apercevoir au-delà du présent immédiat. Exactement. C'est ça qui ressort. Au fond,
tous ces récits, qu'on y croit ou pas d'ailleurs, qu'on les trouve fascinants ou juste symboliques, Oui. ils nous forcent à nous interroger sur nos propres limites, notre perception ordinaire du temps, de ce qui est possible. Est-ce qu'il y a d'autres réalités qu'on ne capte pas? C'est un peu la question que ça soulève, oui. Comment on interprète le monde, son devenir? En résumé, ce parcours avec Béline nous montre une galerie assez incroyable de regards différents sur le temps, sur les événements, des regards qui défient un peu notre vision habituelle, très linéaire, très rationnelle. Tout à fait. Ces histoires, elles nous invitent à réfléchir à ce qu'on appelle réel, finalement, et aux différentes façons d'appréhender le cours des choses, l'avenir potentiel. Et pour finir, il y a cette citation de William Blake que Béline utilise, qui est assez forte. Ah oui, laquelle Blake dit « Les prophètes décrivent leur vision comme quelque chose de bien réel, qu'ils ont vu avec leur œil immortel. » Et il ajoute « Celui qui ne voit pas plus distinctement, plus clairement qu'avec son œil mortel, celui-là ne voit pas. » Hmm, ça laisse songeur. Oui, ça interroge vraiment sur ce qu'est la réalité. Qu'est-ce que voir au fond? De quoi méditer?